Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Plongez dans les coulisses de la fabrication des célèbres cornichons, petits oignons, moutarde et autres délices made in Aigle qui accompagnent vos raclettes, apéros et autres occasions spéciales. Et c'est dans l'unique conserverie du pays. Et ça se passe notamment jusqu'au 15 novembre prochain. Cette visite immersive vous propose un parcours en 4 étapes passionnantes, de la vinaigrerie à la dégustation en passant par la conserverie et l'atelier sauce. C'est une vraie expérience unique pour petits et grands qui dévoilera les mystères de l'entreprise familiale Retzel et de ses produits emblématiques. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin sur le plateau Ophélie Stöckli, chargée de communication pour l'entreprise Retzel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous si tôt le matin pour nous parler de petits cornichons, de petits oignons et justement nous parler de Retzel. Hugo Retzel, c'est quoi la marque? C'est Retzel ou Hugo Retzel? L'entreprise, c'est Retzel, qui a été fondée en 1909 par Hugo Retzel et sa femme Aïda. Ouais. Et en 2017, on a lancé la marque Hugo pour relancer vraiment la filière du cornichon en Suisse. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la majorité des pickles consommés en Suisse, en fait, sont importés. Donc nous, avec l'aide de nos agriculteurs partenaires, on a lancé vraiment le cornichon Hugo, qui est le véritable cornichon suisse, produit chez nous et mis en conserve dans l'unique conserverie du pays à Aigle. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est l'unique conserverie du pays. Exactement. Et c'est les seuls cornichons en Suisse. On est la dernière conserverie et vraiment Hugo, c'est le cornichon suisse le seul. Ouais, donc c'est des produits vraiment régionaux que vous défendez, que vous proposez et que vous vendez évidemment. Et exactement. Voilà. C'est pas si simple que ça de faire pousser des cornichons. Non, alors c'est une agriculture qui est très demandante, notamment en main-d'œuvre, parce que c'est important de savoir que tous les cornichons sont récoltés à la main. On n'a pas de manière de le faire mécaniquement. Ouais. Donc des fois, vous pouvez les voir dans les champs proches de chez vous. Ouais. Donc c'est des grands tracteurs qui ont des hélices, un peu, on appelle ça un avion dans le jargon. Ouais. Et les ramasseurs sont couchés en fait et ils remontent le champ et ils récoltent les cornichons à la main. D'accord. Et tous les 2-3 jours, les agriculteurs viennent chez nous à Aigle, à la conserverie, pour amener leur récolte. Et nous, on les met en bocaux directement. Ouais. Donc, vous avez la possibilité cet été de venir vraiment sur le quai et voir tous nos agriculteurs qui viennent tous les jours amener leur récolte et du coup, la mise en conserve juste derrière. Ok, alors c'est un travail titanesque. On n'imagine pas forcément que il y a tout ce travail derrière, il y a toute cette main d'œuvre, et ça c'est super important. En termes de chiffres, ça représente quoi par année? On parle de tonnes, on parle comment on parle en tonnes. Nous, c'est à peu près 10 millions de bocaux qui sont faits pour le marché suisse. Ah ouais. Oui, donc il faut savoir que Retzel produit pour le marché suisse à Aigle. D'accord, ouais, ça semble qu'effectivement, il y a, j'imagine, pas mal de choses à voir. Alors, il y a les cornichons, mais les petits oignons aussi, il y a toutes ces choses que vous proposez voilà. avec Retzel. On a commencé avec les cornichons, et de ce petit Hugo est née en fait une variété de produits, mais qui sont tous d'origine suisse avec des ingrédients suisses. Ouais. Donc vous pouvez trouver par exemple les petits oignons qui ont poussé à Olon, les champignons qui viennent d'Aigle, la moutarde est aussi vaudoise, les graines de moutarde en fait ont poussé chez nous. Ouais. Pas besoin d'aller à Dijon, il y a tout ce qu'il faut ici. On a tout. Alors là, jusqu'au mois de novembre, vous proposez en quelque sorte, si je puis dire, une porte ouverte comment on appelle ça, des ateliers de l'entreprise. Exactement. Donc, nous, on a décidé d'ouvrir les portes de l'usine, littéralement. Ouais. Donc on accueille 2 fois par semaine le public à l'intérieur de notre fabrique. Donc vous arrivez, on vous met une charlotte, une blouse, et on vous accueille vraiment à l'intérieur, au plus proche de la ligne de production. Ouais. Donc c'est 2 fois par semaine, le mercredi après-midi à 13h30 et le vendredi à 9h. Et donc ensuite, on vous fait visiter à travers toute l'usine. On va commencer par la vinaigrerie, qui est vraiment le cœur, en fait, là où on va fabriquer notre vinaigre. Ensuite, la conserverie, vous allez pouvoir voir autant des cornichons que ça peut être des capres, des oignons, des champignons. Ensuite, on passe sur la calibreuse, là où en fait on va définir les différentes tailles de cornichons, parce qu'il faut savoir qu'ils arrivent tous mélangés. Et ensuite, on doit mettre les petits, les moyens, les grands. Et c'est ce qui va faire la différence entre un cornichon et un concombre. C'est exactement la même plante. Okay. Et on finit par l'atelier sauce, parce qu'il faut savoir qu'à Aigle, on ne fait pas que des pickles. Donc on fait aussi tout ce qui est ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce à salade. Et on finit évidemment par une dégustation. Ah, ça c'est sympa, la dégustation c'est toujours très apprécié. Et vous me le disiez tout à l'heure en antenne, il y a aussi une boutique. On peut venir directement chercher les produits chez vous, à la source. On a une fabrique d'usine. Vous pouvez retrouver vraiment
tous nos produits, donc que ce soit de la gamme Hugo ou aussi la gamme Hugo Retzel, et plein de produits partenaires. Et nous, notre petite spécialité, c'est tous les goodies, tous les petits accessoires qui tournent autour du cornichon. Donc là, on a lancé ce printemps le kit du cornichon maison, qui vous permet de rejoindre notre équipe d'agriculteurs partenaires et de faire pousser vos propres cornichons à la maison. Ok, ça c'est sympa ça. Voilà. Ça va vous faire de la concurrence, du coup. Ah, je crois que ça va aller. On a besoin de beaucoup de cornichons. Et c'est le moment de s'y mettre. En plus, le mois de mai, c'est là où nous, les agriculteurs, commencent à mettre les semis en bac ou en terre pour pouvoir laisser les plants pousser en juin et récolter juillet et août. Donc c'est le moment s'il vous faut un kit. Vous nous apprenez plein de choses ce matin, c'est super intéressant, très bien. Et bien alors, vous pouvez personnaliser les bocaux, c'est ça? Exactement. Ça, donc aussi. Hugo, c'est l'original. Mon bocal, là, c'est la classe. Voilà. Mais si vous voulez y mettre le nom de votre maman, de votre chérie, de votre petite sœur, vous pouvez vraiment personnaliser au maximum. Bon, c'est une super idée. Et puis ça permet de découvrir ce qui vient de chez nous aussi. Et ça, c'est bien, c'est important peut-être de le rappeler. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui dégustent régulièrement des cornichons, qui n'imaginent pas que ça vient juste ici, juste à côté. Exactement. Nous, on aime dire que quand on fait une raclette, on va s'intéresser au fromage, au vin, mais on va souvent oublier en fait le pickles, alors que c'est super important de consommer local. Bien sûr. Nous, vraiment, Hugo, c'est produit près de chez vous. On a des agriculteurs autant en Suisse romande qu'en Suisse allemande, donc on est tous très proche d'un champ de cornichons. Voilà, si on mange une raclette, c'est bien, on peut manger du fromage de la région, on peut boire du vin de la région, et les petits cornichons de la région qui vont bien avec. Exactement. C'est ça l'idée. Alors les visites, vous en avez parlé tout à l'heure, j'imagine qu'il faut prendre rendez-vous quand même sur le site internet. Comment faut-il procéder, comment ça se passe? Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site hugoretzel.ch. Ensuite vous pouvez vous inscrire, vous réserver directement sur le site. On a 2 créneaux par semaine, donc le mercredi à 13h30 et le vendredi à 9h. Et si vous êtes un groupe, si vous voulez faire une sortie de société, vous pouvez nous contacter à visite@retzel.ch et ensuite on peut organiser une visite ensemble dans notre usine. Bon, on va venir faire une sortie d'entreprise avec toute l'équipe d'Aime le Média. On vous accueille les bras ouverts. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Et sympa, les petits noms comme ça, le 6-9, Canal+, très bien, très sympa. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Pour toutes les infos, le site internet, on peut peut-être rappeler l'adresse? hugoretzel.ch. Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment une belle journée. Merci Ophélie Stöckli. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour l'entreprise Retzel. Merci d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Parce que ça, c'est la période où on plante. Oui, alors là, ça va être le début de la saison pour nos agriculteurs suisses. Donc on peut leur souhaiter une belle saison, peu de grêle, beaucoup de soleil. On espère qu'il arrive. C'est fragile ou pas? Comme le raisin, c'est un peu compliqué en ce moment avec les températures météo qui c'est assez sensible, mais on va dire que ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des beaux étés, très chauds, très secs. Donc il faut savoir que la plante de cornichon, elle vient d'Inde, donc c'est exactement le climat qu'elle adore et on a eu des très très belles récoltes ces 2 dernières années. Donc on croise les doigts que ce soit pareil cet été. Merci, j'ai appris plein de choses sur le cornichon grâce à vous. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Nous sommes le jeudi 2 mai et en Suisse, un changement radical se produit côté météo aujourd'hui avec une transition brusque et des températures qui vont changer ainsi que l'ambiance. Après avoir traversé une période hivernale maussade, le pays a récemment profité de journées ensoleillées et chaudes avec des températures atteignant jusqu'à 25 degrés. Cette montée temporaire des températures a laissé place à des conditions beaucoup plus fraîches. Cette fluctuation remet en question la pertinence des seins de glace, traditionnellement considérés comme la référence pour éviter les gelées tardives entre le 10 et le 15 mai. On vérifiera mes dires dans quelques instants avec mon invité. L'évolution actuelle de la météo soulève des doutes sur l'exactitude de ces anciennes coutumes agricoles et suscite des préoccupations quant à l'augmentation potentielle des gelées tardives. Un hiver qui a été particulièrement doux, qui a sans doute accentué le risque d'un printemps clément. Parallèlement et récemment, une tempête de poussière du Sahara a entraîné une forte dégradation de la qualité de l'air, causant des problèmes respiratoires à nombreuses personnes. D'ailleurs, certains experts suggèrent qu'elle pourrait devenir plus fréquente et plus grave à l'avenir. Cette situation soulève donc des questions sur ce qui se passe dans nos cieux et suscite des interrogations sur la nature
des étés à venir. Pour répondre à toutes ces questions, il y en a pas mal, j'ai invité un spécialiste de Météo News, le spécialiste de Météo News, le directeur de Météo News, c'est Frédéric Glasset. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Ça va, vous avez noté toutes les questions qu'il y a. J'essaye de mémoriser, on va prendre l'une après l'autre. Merci d'être là Frédéric pour nous parler de la pluie et du beau temps. Vous le faites tellement bien. Quand même un peu des inquiétudes en ce moment. C'est un petit peu les montagnes russes, la météo. Ça tout fout le camp, quoi. Alors, tout fout le camp, non, parce que le mois d'avril est réputé pour être assez variable. Mais là, c'est vrai que cette année, on est passé d'un extrême à l'autre. Sur la première quinzaine, on battait des records de chaleur. On se souvient, ça nous paraît loin, 28,3 degrés à Genève. Incroyable. C'était le 12 ou le 13. Et puis, de ce gros extrême de forte chaleur, on a passé sur un extrême de froid, avec le retour de giboulées, de neige à basse altitude, de températures très froides. Il faut savoir qu'au 15 avril, on était 5 degrés au-dessus de la normale. C'est la normale récente, 1990-2020. Et là, on finit quasiment à l'équilibre. Alors c'est vrai que si on regarde une carte du bilan des températures thermiques du mois d'avril, on se dit on a un mois d'avril normal. Sauf que dans la réalité, on a eu deux extrêmes coup sur coup. C'est comme un match de foot. Il y a 7-0 à la mi-temps, donc c'est déjà un score qui est peu fréquent. Et puis on finit à 7-7 à peu près. Voilà. Pour montrer un peu le... Mais c'est un peu compliqué. Alors, on a entendu beaucoup, notamment les vignerons, qui ont eu quelques craintes, et pour les bonnes raisons, avec des gelées matinales tout d'un coup. Ce qui se passe, c'est que la nature s'était un peu réveillée. Elle a cru que c'était le moment de venir. Et puis, juste derrière, bam, ça arrive. Ça, c'est quoi, les seins de glace qui ont de l'avance, quand on parle de ces seins de glace, ou c'est encore autre chose? Non, alors je dirais que simplement, il faut bien comprendre qu'avec un climat qui se réchauffe, on pourrait penser que il fera de plus en plus chaud, donc on aura de moins en moins de soucis de gelée. Ce qui est totalement faux. Je dirais au contraire. Ça veut dire que les saisons, le printemps, on va dire la douceur arrive plus vite. La nature, d'une fois qu'elle est partie, elle revient plus en arrière, part plus vite, et donc la période d'exposition à ce risque va être de plus en plus longue. Voilà, c'est pour ça que quelque part, oui, effectivement, les seins de glace, entre le 10 et 15 mai, si on voulait les adapter au changement climatique, il faudrait les avancer un petit peu dans la saison, de ce point de vue-là, quoi. Bon, c'est un peu bizarre. Il se passe quand même des choses, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, peut-être que vous avez plus de recul par rapport à cette météo. C'est vrai que la pluie et le beau temps, ça agit sur le moral des gens. Quand même aujourd'hui, on a quand même un petit peu marre. On se dit, il vient ce printemps ou quoi? Il n'arrive pas. Quand il arrive, il y a un nuage plein de sable qui nous arrive aussi sur le coin du nez. Ça aussi, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui s'accentue. Bon, alors... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on en parle beaucoup plus de ces sables du Sahara. Ça fait pas longtemps qu'on peut les monitorer et les prévoir avec justement des modèles qui intègrent aussi ces particules-là. Quand on était plus jeune à l'époque, on se retrouvait avec des voitures toutes sales et puis on se demandait un peu ce qui s'était effectivement passé. C'est vrai que ces situations qui amènent ces sables du Sahara, c'est des situations où on a des flux d'altitude qui remontent du sud. Alors, est-ce que ça arrive plus fréquemment? C'est vrai que ces dernières années, on a eu pas mal de ces situations-là, mais on voit aussi que elles peuvent vite être remplacées par des situations qui arrivent plein nord, et puis avec une chute monstrueuse de température. Mais c'est vrai que les contrastes, c'est le printemps, sont assez importants. Pas plus tard qu'hier, il faisait 25 degrés à Zurich sous le soleil. Incroyable. Et puis il faisait 12 degrés à Vevey, sous ces nuages et notamment avec ces particules. C'est vrai que quand on a ces particules en nombre dans l'atmosphère, le rayonnement solaire est un peu impacté, donc du coup les températures ont de la peine à monter. C'est plus intense qu'avant quand même? Alors, c'est difficile à dire parce qu'avant on les monitorait pas de manière ciblée. Maintenant, est-ce qu'on a plus de situations qui viennent du sud? Peut-être un petit peu plus, mais c'est pas non plus quelque chose de transcendant. Je me rappelle, on nous disait qu'on avait de moins en moins de situations d'ouest. J'étais venu justement en plateau et puis on a eu un mois d'octobre, novembre, décembre, on a eu un cortège pendant presque 3 mois de perturbations océaniques, alors que c'est vrai qu'on n'en avait plus beaucoup ces derniers temps. Donc finalement, il n'y a rien de... ce qui se passe maintenant, c'est finalement assez normal.
Alors, c'est normal, sauf que là, on voit quand même que les extrêmes sont plus extrêmes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à battre des records de température, si on parle des températures, plutôt de battre des records de chaud que des records de froid. Mais le réchauffement climatique global n'empêchera jamais d'avoir des périodes qui sont par moments très froides ou peut-être un record de froid qui pourrait être battu ici ou là. On a vu quand on a battu certains records de chaleur pour le mois d'avril à Genève, ils pour certains remontaient au début du XXe siècle. Donc il y avait presque 100 ans d'ancienneté. Contrairement, on pense que tous les records ont été battus ces 20 dernières années. C'est pas forcément le cas. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce qui nous plaît? Il est bizarre. C'est le dicton, hein. Ça va pas du tout. Ouais, alors on va faire ce qui plaît. Mais c'est vrai que la météo de mai est pas formidable, en tout cas sur ces prochains jours. Maintenant, il faut pas tout voir en noir non plus. On a de la pluie, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Effectivement. D'une part, on a beaucoup de neige en montagne, qui est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Elle est venue tard. Hein. Alors, elle est venue tôt. Et tard. Il y a une période au milieu, il n'y avait plus grand-chose. Enfin, en haute montagne, il y avait quand même pas mal. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, sur l'aspect glacier, parce que les glaciers ne fondent pas tant qu'on a encore de la neige sur les glaciers. Et c'est vrai que partir ou débuter l'été avec un fort enneigement en haute montagne, quelque part, pour la perspective seule des glaciers, c'est plutôt une bonne nouvelle, de ce point de vue-là. D'accord. Donc, et là, j'annonçais en début de chronique que ça allait un petit peu changer, là. Pour aujourd'hui, vous confirmez, Frédéric, il va y avoir un changement par rapport à hier Oui, alors hier, c'est encore relativement sec. Il y avait du feu dans Valais, localement jusqu'à 25 degrés. Aujourd'hui, la pluie s'installe partout. La limite de la neige, puisqu'il faut en reparler. Retourner skier. Hein. Ouais, bah c'est vrai que les conditions pourraient être localement assez impressionnantes, assez bonnes. Non, la limite de la neige redescend vers 1500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est pas une anomalie, on va dire, même début mai. Et puis ensuite, on garde un temps. Il n'y a pas d'anticyclone, donc du coup, c'est les dépressions qui vont un peu prédominer ces prochains jours. Mais on aura un temps variable avec quelques averses, aussi un peu de soleil. Il fera pas très chaud. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il fasse trop froid. On est vraiment à peu près dans la normale, voire légèrement en dessous. Et puis ça devrait s'améliorer à partir du milieu de la semaine prochaine. Mais avec toujours un mais. Oui, il y a toujours un mais. Avec un peu de bise. Voilà. Mais si la bise, ça veut dire que c'est pour le beau, ça. Alors c'est justement, voilà. La bise a aussi son côté positif, c'est qu'elle amène un peu de stabilité. D'accord. Donc week-end d'Ascension, ça peut être pas mal. En tout cas, les premières tendances sont plutôt encourageantes de ce point de vue-là. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle de météo avec Frédéric Glasset, mon invité ce matin, spécialiste de la météo pour Météo News et directeur Météo News. Merci d'être là, Frédéric Glasset. Pluie d'avril, sécheresse d'été. Ces dictons, vous les connaissez. Est-ce que c'est encore valable, ces petites phrases? On parlait du messager boiteux, toutes ces dictons qui étaient des dictons qui étaient tenus par les paysans notamment. Hein. Principalement par les paysans. Alors oui. Ils marchent, certains marchent relativement bien, pas tous. Mais bon, c'est vrai que si ça marche une fois sur deux, c'est pas très fiable. Notamment le plus célèbre, Noël au balcon, Pâques au tison. J'avais fait une étude. Regardez si en fait ce dicton se vérifiait. Là, déjà, il faut avoir un Noël au balcon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis Pâques au tison. Donc Noël, la date, c'est toujours la même, mais Pâques, elle est fluctuante. Et on voit que ce dicton, sur les 15 dernières années, c'est vérifié que 3 fois. Pour avoir les deux, voilà. Donc, le balcon et le tison. Donc non, mais certains sont beaucoup plus justes, marchent beaucoup mieux que d'autres. Puis il ne faut pas oublier que ces dictons, c'est des dictons aussi dans le langage francophone, donc ils doivent être valables pour le sud de la France, pour la Belgique, pour la Suisse, avec des climats qui sont totalement différents, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul aussi par rapport à ces dictons-là, quoi. J'en ai un pour le mois de mai encore. Brouillard de mai, chaleur de juin, amène la moisson à point. Brouillard de mai, chaleur de juin, ok. Donc brouillard de juin, mai humide, ok. Ensuite en juin il fait beau et sec, donc oui c'est plutôt bon pour les moissons. Juin froid et pluvieux, Toulon sera grincheux. Difficile à dire.
Ouais, en tout cas de prévoir, c'est quasiment impossible. Là, on a vu dans la presse ces derniers jours, il y avait des prédicateurs, je crois qu'on dit, qui disaient que l'été sera chaud mais orageux. Est-ce qu'on peut faire des prévisions sur des mois à l'avance? On peut tout faire. On peut tout faire, mais est-ce que c'est valable? Alors oui, ça marche. Alors, c'est basé que sur 2 paramètres. Ouais. Comme je dis à chaque fois, c'est fait avec sérieux, mais c'est pas d'une extrême fiabilité. Ouais, ça, ouais. Il s'avère quand même, j'ai un collègue à Météo News qui le fait, donc qui réactualise tout ça chaque mois. Et c'est vrai que pour cet été, le mois de juin, donc premier mois de l'été, a quand même une tendance orageuse avec au niveau des températures plutôt quelque chose de normal. Par contre, et ça fait maintenant plusieurs mois que ça se confirme, juillet et août sont plutôt chauds et secs. Chaud et sec, ouais. Donc là, on rejoint un petit peu, on va dire, ce que le changement climatique doit nous apporter, à savoir des étés de plus en plus chauds et de plus en plus secs. Donc cette tendance-là pour cet été se confirme et ça fait maintenant plusieurs mois que cette tendance se confirme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il fera beau et chaud du 1er juillet au 31 août, mais globalement sur cette tendance... Les modèles qui laissent entendre... Les modèles en fait sont relativement simples pour ces longues échéances. On check simplement s'il y a des anomalies de température par rapport au normal, plus ou moins en dessus ou en dessous, et puis des anomalies de précipitation, si on a plus ou moins de précipitation. Voilà. Donc, ils ne vous permettent pas de savoir quel temps il fera le 8 juillet, quel temps il fera au Montreux Jazz, à Paléo, etc. Mais par contre... Il est dans mes pensées. Hein. Une tendance globale pour l'ensemble de ces 2 mois. Ouais. C'est pour ça que si effectivement on va vivre 2 mois, juillet-août, très beau et surtout très chaud, tout ce qu'on peut prendre, entre guillemets, maintenant en termes de précipitation, etc., il faut plutôt le voir de manière positive. C'est bon augure. Sachant que de plus en plus souvent, on a des problèmes d'eau potable, notamment pendant l'été, sur certaines régions. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Hein. C'est vrai que quand il pleut, on dit qu'il fait mauvais temps, mais la pluie, on en a besoin. C'est hyper important. Hein. Il faut prendre quand elle vient. Voilà, il fait mauvais temps chez nous, mais dans d'autres pays du monde, au Proche-Orient notamment, le mauvais temps n'est jamais associé à la pluie. Ces différences de température, là, en ce moment, ça inquiète un petit peu quand même la population. Qu'est-ce que le spécialiste de la météo peut peut-être répondre à ça? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est normal? De toute façon, on n'a pas le choix, hein, on va vivre avec. Hein. Alors, au printemps, la variabilité, c'est la norme. Voilà. Donc le printemps, en fait, dans la réalité, on aurait 2 saisons, une saison chaude, une saison froide. Ouais. Alors la saison froide est de moins en moins froide, la saison chaude est de plus en plus chaude, et puis il y a justement ces saisons de transition que sont le printemps et l'automne, où justement au gré des masses d'air on bascule vers le chaud, vers le froid. Pourquoi c'est le cas notamment au printemps? C'est parce qu'au printemps, quand on a des masses d'air qui viennent du sud, en droite ligne d'Afrique du Nord, c'est des régions qui sont déjà très chaudes au mois d'avril, au mois de mai. Alors qu'à l'inverse, quand on a des situations qui nous viennent du nord, ces fameux temps de giboulée, ça vient les masses d'air viennent des régions polaires qui sont encore à cette période de l'année très froides. D'accord. C'est pour ça que, suivant l'influence de l'une ou de l'autre, les températures peuvent être très très rapidement contrastées chez nous en l'espace de quelques jours. Mais disons, cette variabilité-là, c'est une constante qu'on a au printemps. C'est vrai qu'après, c'est un peu le tiercé dans le désordre. C'est jamais chaque année qui suivent dans le même ordre. Et c'est vrai que quelque part, on préférait avoir plutôt le froid qui persiste en mars, et puis que le chaud s'installe et qu'il ne soit plus entrecoupé par de périodes froides. Mais bon, ça, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on a, c'est pas tout à fait la même chose. C'est clair. Pour celles et ceux qui aiment jardiner, il faut qu'ils attendent que les seins de glace soient passés. Qu'est-ce que vous préconisez, Frédéric Glacet? C'est vrai que là, les seins de glace, c'est dans quelques jours. Les premières tendances qu'on a, apparemment en tout cas, on ne voit pas de coups de froid
pour cette période de Sainte-Glace, en l'état, ça peut encore bouger, mais je pense que cette année, on pourrait y échapper. Donc, je dirais que on peut voir cette période, cette année en tout cas, de manière assez sereine. Cela étant, c'est pas parce que les Sainte-Glace sont passées qu'on n'a plus de retour de froid. Oui, justement. Quand ils passent, en général, il y en a, mais ils sont moins impactants parce que le sol s'est réchauffé, etc. D'accord. Moi, j'ai pas encore changé mes pneus, si jamais. Moi non plus. J'attends toujours les Sainte-Glace. Alors là, bien m'en a pris, puisque la semaine dernière, on avait des conditions hivernales. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, je crois que c'est bientôt le moment de le faire. Le plus dur ou le plus gros est passé, apparemment. Il y a des années sans Sainte-Glace. Ça est arrivé où le phénomène s'est pas produit. Oui, bien sûr. Alors de nouveau, je pense qu'on a plus d'années où ce phénomène ne se produit pas durant la période des Sainte-Glace. Mais par contre, c'est vrai que je dirais presque chaque année, on a à un moment ou à un autre une redescente d'air froid qui arrive, alors parfois en avril, parfois ça peut arriver à passer la mi-mai ou fin mai, parfois même en juin, on peut avoir des épisodes de plus froid avec le retour de neige à relativement basse altitude. Nos collègues suisses-allemands ont un nom pour ça s'appelle Schafskälte. Schafskälte, voilà, qui veut dire, traduit littéralement froid de mouton, parce que c'est la période où on tond les moutons, et puis ils sont tondus, puis tout d'un coup arrive le froid, et puis c'est pas très agréable. Mais c'est pour ça qu'on appelle Schafskälte. D'accord. Voilà. On a appris encore un truc ce matin grâce à vous, Frédéric. C'est très bien. Mais comme la neige va certainement tomber là ce week-end, entre aujourd'hui et demain, on peut penser que le froid, c'est pas totalement terminé. Oui, alors pas en dessous de 1500 mètres d'altitude. Ça va. On va dire que début mai, des chutes de neige à 1500 ou au-dessus, c'est pas si anormal que ça. De toute façon, on parle pas de giboulée jusqu'en plaine sur cet épisode-là. Et puis c'est juste entre aujourd'hui et demain. Ensuite, les températures vont progressivement remonter lentement, mais sûrement, quoi. Bon, il fera beau pour le week-end de l'Ascension, on l'espère. En tout cas, les conditions seront meilleures avec un peu de bise, on l'a dit. Donc voilà, c'est très bien. Vous pourrez peut-être profiter un peu d'aller faire des balades de votre terrasse, etc., etc. Balance ton sport. On va parler maintenant de Gym Poussette. C'est un concept qui se déroule partout en Suisse romande avec votre invité. Bonjour. Bonjour. Voilà donc un sport qui va intéresser les jeunes parents. Bébé dans la poussette, vous avez l'occasion dans 15 villes romandes de vous présenter à l'un des cours de Gym Poussette proposé par Steve Louissin. Bonjour Steve. D'abord, quand on participe à 1 heure de Gym Poussette, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Concrètement, on sort, on rencontre du monde et surtout on fait des exercices. On profite de l'air libre et puis on fait des exercices, des circuits training. On reprend en main sa santé et puis on retrouve la forme. Et concrètement, donc on arrive, l'idée c'est d'arriver avec sa poussette, on pose la poussette sur le côté et on fait du sport ou je crois que la poussette peut être impliquée également dans l'effort. Un peu des deux. On prend la poussette, on fait des exercices avec, des fois on la laisse un peu sur le côté, ça dépend un peu des bébés, des fois certains ils sont très patients, d'autres un peu moins, mais on s'adapte toujours, donc ouais. Quel a été le déclic pour vous il y a 9 ans, je crois, pour lancer cette activité en Suisse romande ? Tout simplement quand ma femme a accouché, il y a 9 ans déjà, purée, ça va vite. Ma femme était toujours très sportive avant, et puis dès qu'elle a accouché, elle a complètement arrêté. Elle voulait rester 100% avec notre fille Kim. Et un jour, on était à Genève, je me souviens bien, on a dit, tu sais quoi, on va dehors, on prend la poussette, et puis on fait une séance de sport dehors. Et puis il y a plein de mamans qui nous ont vus, et qui nous ont posé plein de questions, et puis c'est né vraiment comme ça. Et le profil des parents qui viennent, c'est lequel ? D'abord, est-ce que c'est surtout des mamans ? Et si oui, est-ce que c'est 1 mois après l'accouchement ? C'est 1 an après l'accouchement ? En général, on recommande 6 semaines, toujours avoir l'aval du médecin. Mais 6 semaines, en général, ça va. Et puis, on a de tout. On a des mamans qui viennent après 6 semaines. On a des mamans qui viennent après 6 mois. Ça dépend vraiment comment s'est passé leur accouchement. Mais j'ai envie de dire que le maître mot, c'est qu'on s'adapte. On s'adapte et puis c'est possible à n'importe quand. Est-ce qu'il y a des papas aussi qui... Oui, il y a des papas, pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est toujours drôle de les voir arriver parce que au début ils se disent ouais, cours Gym Poussette, ça va être tranquille. Et puis quand ils repartent et puis qu'ils ont la langue qui pend, ils sont bien fatigués, ils se rendent compte que c'est un vrai cours de sport. On s'adapte aux enfants, oui, mais c'est un vrai cours de sport où il y a de l'effort et puis le but c'est vraiment de transpirer quand même. Vous faites des courses de poussette ou pas ? Non. Non, ça va pas aller vite.
Mais par contre, vous faites des pompes bisous, il paraît. Ça, un mot sur les pompes bisous, moi, l'intitulé est fou. On aime bien ces petits exercices où tout simplement quand les bébés ils sont au sol, on se met sur eux puis on fait une pompe, un bisou, une pompe, un bisou. Ça fait travailler, ça fait sourire les enfants et puis les parents ils sont tout contents. Ouais. Magnifique. C'est une offre qui est disponible dans plein de villes en Suisse romande, une quinzaine. C'est gratuit, c'est important de le préciser. C'est un service donc qu'offrent les communes, c'est ça? Exactement. C'est les communes qui offrent des courbatures, qui offrent la possibilité aux jeunes parents de se remettre en forme. Ouais, c'est bien. Parce qu'il y a non seulement cet aspect-là de la remise en forme qui est très important, mais aussi l'aspect un peu, on pourrait dire, sortir de l'isolement. Parce qu'il peut arriver qu'après une naissance, on reste un peu chez soi, et puis là, ça permet vraiment de rencontrer du monde qui vit la même chose. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là. Ces moments d'activité physique postpartum, c'est aussi un moment social, un lien important, j'imagine, pour les jeunes mamans souvent, pour les jeunes papas aussi, de créer un lien avec des gens dont la vie a également été chamboulée récemment. Exactement, comme ça me fait toujours sourire quand j'entends les mamans qui disent « Ah mais t'as vu, y a des pesticides dans ces couches, fais gaffe » et puis en fait ils se donnent des bons tuyaux comme ça. Y a beaucoup cet aspect-là où on peut faire d'autres rencontres. Et puis le truc qui me fait sourire à chaque fois, c'est quand les bébés sont peut-être plus dans la poussette, ils sont capables de marcher un peu. On voit les enfants qui commencent à faire des squats avec les parents. Puis là on se dit voilà, c'est des enfants qui ont beaucoup plus de chances d'être des adultes sportifs parce qu'ils ont vu leurs parents faire du sport, quoi. Ouais. Et pour conclure, Steve Louis Saint, pour les fans de basket qui nous écoutent, ils vous ont reconnu peut-être, vous avez mené l'équipe suisse notamment il y a quelques années. Un mot sur cette reconversion en tant que coach sportif. Est-ce que ça a été difficile? Vous avez lancé votre entreprise, ça marche bien? Un mot sur cette reconversion? Alors ouais, ça marche très bien. Difficile non, parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré, ma famille, ma femme. Et puis j'ai bien anticipé le coup. Et puis comme la gym poussette, ça a vraiment bien pris. On est content, ça se développe super bien, donc on est à fond dans ce projet. Merci beaucoup Steve Louis Saint. Les cours de gym poussette sont dispensés un peu partout en Suisse romande. Il y en a par exemple une dizaine ce dimanche, ce week-end. Pour plus d'infos et pour vous inscrire, ça se passe sur gympoussette.ch. Merci Léo, merci Steve. Vous avez un t-shirt qui a écrit plein de choses très intéressantes. Motivation, détermination et sourire. C'est vos mots d'ordre. Exactement. C'est bien. C'est bien. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler véhicules d'époque, course automobile et littérature avec mes invités sur le plateau. Bonjour Charlotte Jacobsen. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Vous nous avez manqué la semaine dernière. Hein. Vous aussi. C'est vrai ? Oui. Les vacances, c'était bien ? C'était pas mal. Très bien, merci. Alors, pour rattraper, c'est pas un bouquin cette semaine, mais 2 bouquins. Oui. 2 tomes, carrément. Fallait bien ça, ouais. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Vous allez nous faire voyager dans votre univers. Merci d'être là en tous les cas. Ça sera dans quelques instants avec le livre de la semaine. Événement à ne pas manquer, ça se déroule ce week-end du côté de Bière, sur la place d'Armes de Bière. C'est le slalom de Bière. Et pour en parler, je reçois ce matin Nicolas Genoux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Nicolas Genoux, vous avez vu le temps qu'il fait en ce moment là sur les routes, aquaplaning, ça c'est vachement bien pour le slalom, non? Ça glisse beaucoup, j'espère que les pilotes maîtrisent bien leur voiture, mais je crois qu'ils annoncent une amélioration au niveau météo, donc ça devrait le faire. On l'espère pour vous, pour le public en tous les cas. En tout cas pour le public, ouais. Après les pilotes, eux, ils sont un petit peu habitués à la pluie, s'il pleut, mais en principe ils adorent ça, ouais. Mais c'est surtout pour le public, ouais. Au niveau météo, ce serait assez sympa qu'il y ait beaucoup de soleil. Bon, si vous aimez les voitures, la belle mécanique, le sport mécanique, la vitesse, le dérapage et tout ça, on va en parler dans un instant avec la 57e édition déjà du slalom. Déjà, ouais. 57e. Et c'est ce week-end et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, au public, à tout public. On en parle plus précisément tout à l'heure. Et puis on vous proposera, si vous êtes ferrovipate ou pas, de pouvoir apprécier le festival de la vapeur. Ça se déroule le week-end de Pentecôte et ça se passe bien sûr sur la ligne du train Blonay-Chambly. Et pour en parler, c'est Alain Candelero qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien. Merci. On est prêt à ouvrir les portes. En fait, notre saison débute après-demain. Donc, on est dans les starting blocks
toute proportion gardée, parce qu'on roule quand même à la vapeur, donc le démarrage se fera en douceur. Voilà, donc vous ne serez pas au salon de bière. Non, non. Mais on sera en pensée avec Nicolas. Ouais, il y aura un peu de fumée, on va dire. Alors, quand on parle du festival de la vapeur, on parle des vieilles grand-mères. Ne vous méprenez pas dans ce que je viens de dire, on parle des vieilles grand-mères. Les vieilles grand-mères, c'est sous-entendu les locomotives à vapeur, évidemment. Oui, c'est juste, on en aura 4 qui vont circuler par alternance durant les 3 jours de Pentecôte, donc du 18 au 20 mai, avec la doyenne suisse à voie métrique, une ancienne locomotive du chemin de fer Lausanne-Echel-en-Bercher, la numéro 5, qui a été construite en 1890, donc 134 ans, et toutes ses dents. Et ça roule encore. Et ça roule encore. Alors on n'a pas de problème de mise à jour de logiciel. On a d'autres soucis, mais pas celui-là. C'est des plus gros soucis, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que des soucis mécaniques ou thermiques, c'est évidemment gros en taille, aussi gros en budget, lorsqu'il s'agit d'entreprendre des réparations ou des entretiens lourds. Mais en fait, c'est une question de temps et de moyens. Très bien. Bon, on va en parler plus précisément tout à l'heure. Et puis la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir gagner vos billets. C'est des tickets comme on avait à l'époque. Les jeunes, peut-être que vous ne savez pas, vous n'avez jamais vu ça. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on prenait le train, on avait un ticket comme ça. Et c'est les vrais tickets de l'époque. Oui. Imprimé encore aujourd'hui sur une machine d'époque, donc absolument authentique. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir vous faire plaisir durant ce week-end de Pentecôte pour ce festival de la vapeur. Si vous aimez les beaux trains, les belles locomotives, c'est l'occasion de rêver un petit peu et de prendre le temps. Hein. Ça, c'est très important parce qu'à l'époque, on savait prendre le temps. On n'avait pas le choix aussi. Hein. Non, c'est juste. Effectivement, sur une ligne courte, donc on peut venir au Bleunet-Chambly pour 3 heures, pour une demi-journée, pour une journée entière, à la libre appréciation du visiteur, et justement de faire une petite immersion dans le passé, de se laisser aller un moment. Ok, on va en parler plus précisément tout à l'heure. J'imagine qu'au Slalom de bière, il y a aussi des vieilles mécaniques, des vieilles grand-mères en termes de voitures, là. Parce qu'il n'y a pas que des voitures électriques, là, je pense pas. Alors, pas les véhicules électriques, non, pas ça, encore. Je savais qu'il fallait que je la pose. Ouais, ça c'est le sujet un petit peu tabou. Voilà, non, c'est plus des voitures thermiques, voitures à essence. Et puis les voitures historiques, il y en a quelques-unes, mais principalement le dimanche. Les dimanches. Le samedi, il y en a 1 ou 2, mais elles se font un petit peu plus rares. Le livre de la semaine. Toujours avec mes invités autour de la table et surtout pour le livre de la semaine avec Charlotte Jacobsen. Le volume du temps est une série littéraire captivante qui plonge les lecteurs dans l'énigmatique répétition du 18 novembre vécu par Tara. Tara, c'est pas notre maquilleuse qu'on salue au passage, c'est l'héroïne de ce livre, une marchande de livres anciens. Au fil des tomes, elle explore les implications philosophiques de cette anomalie sans chercher à en tirer profit. L'auteur offre une réflexion profonde sur la temporalité, les rituels de la vie quotidienne et les questions existentielles, le tout enveloppé dans une intrigue envoûtante et symbolique. La série saluée au Danemark et au-delà pousse les lecteurs à méditer sur le temps et sur leur propre rapport à l'existence. Et c'est le livre que vous nous proposez. C'est plus qu'un livre, c'est plusieurs tomes que vous nous proposez. 7 tomes. Charlotte. 7 tomes, seulement les 2 premiers sont traduits du danois. Voilà, donc je les ai lus en une après-midi. C'est assez captivant. Heureusement, parce qu'on attend que vous nous racontiez un petit peu. Donc, ma série du moment, à moi, n'est pas sur Netflix, mais en librairie. Et ça tombe bien, car je ne sais toujours pas allumer ma télé, ça c'est véridique, il y a 3 télécommandes et je ne sais quoi, donc voilà. Donc je fais toujours le choix de lire. Donc vous ne nous regardez jamais, ça fait plaisir. Si, parce que j'ai des petits assistants à la maison quand même. Mais quand je suis seule, c'est impossible. Donc, on vous écoute. Le volume du temps, c'est donc 7 tomes traduits du danois, dont les 2 premiers viennent de nous arriver. C'est un véritable phénomène au Danemark, auprès des libraires, des critiques, des lecteurs. Il est en passe de devenir dans le monde entier, puisqu'il y a près d'une vingtaine de traductions en cours. Et il faut savoir que Solveig Balle a mis 20 ans à l'écrire. Elle a eu un grand succès dans les années 90. Elle a disparu de la circulation. Elle s'est réfugiée sur son île d'Are au Danemark et elle a écrit cette série. L'histoire, alors, on est le 18 novembre. Voilà, ça va durer 7 tomes. Tara revient de Bordeaux, où la veille, donc le 17, là je commence un petit peu à vous embrouiller, elle a acquis des ouvrages illustrés du XVIIIe siècle, car elle et son compagnon Thomas sont marchands de livres anciens.
avant de rentrer dans son village du nord de la France, elle fait un passage à Paris le 18, où elle s'installe à l'hôtel du Lison, dans le quartier des Bibliophiles, qu'elle connaît bien. Elle passe la journée à faire des achats professionnels et la soirée avec ses amis Philippe et Marie. Important, notons que ce soir-là, elle se brûle la main en déplaçant un radiateur à gaz et elle rentre se coucher. Le lendemain, elle se réveille et ne peut que constater que nous sommes de nouveau le 18 novembre. Le journal est le même, les personnes dans la salle du petit-déj sont les mêmes et la même viennoiserie fait une chute depuis le buffet. C'est un jour sans fin en quelque sorte, hein. Alors, ça m'a effectivement... Ça fait penser à un film. Ça m'a effectivement fait penser à ce jour sans fin, ce fameux jour de la marmotte. On a Bill Murray en tête. Il y a autre chose aussi, il y a le replay de Kem Grimwood, que je vous recommande fortement. Donc, c'est un sujet qui est quand même souvent abordé en littérature, au cinéma. Moi, quand j'ai vu les livres, là, je me suis dit, oh non, le jour de la marmotte, non, c'est bon. Et puis finalement, j'y suis revenue. Et je me suis aperçue que ce qui diffère fondamentalement du genre ici, c'est que Tara, elle, ne va pas du tout chercher à tirer profit de sa situation pour s'enrichir ou pour changer le cours des choses, ce qui est souvent le cas. Là, pas du tout. Il n'y a aucune urgence pour elle à sortir de cette boucle temporelle. Nous ne sommes pas non plus dans un roman fantastique ou de science-fiction, comme j'ai pu le lire. Pour moi, c'est pas du tout du fantastique. Au contraire, c'est hyper réaliste, logique, en dehors de cette toute petite anomalie. Donc, Tara, elle va se poser, intégrer cette boucle et finalement se poser des questions dans ce premier volume. Elle va éprouver le temps. Et on en revient à mon obsession, celle du temps. Qu'est-ce que le temps, sinon un concept qui ne cesse de nous tirer vers le passé ou vers l'avenir en obstruant trop souvent le présent auquel on se croit soumis. Donc dans le premier volet, qu'on pourrait sous-titrer « Le monstre et le fantôme », elle c'est le monstre, Thomas le fantôme, elle observe disparaître ce qu'elle consomme, tandis qu'il lui faut réexpliquer sa situation chaque matin à son compagnon. C'est aussi le tome d'un amour infini entre ces deux-là, parce que lui ne remet pas du tout en doute ce qu'elle lui raconte, il essaie plutôt de l'aider. Dans le deuxième volet, alors là c'est différent, les saisons commencent à lui manquer, alors elle se met à voyager pour retrouver un hiver, un printemps, un été, un automne, en se gardant bien de prendre l'avion parce qu'elle se demande ce qui pourrait se passer. Il lui arrive même de débarquer chez ses parents, un 18 novembre donc, puisqu'on n'en sort jamais, en leur proposant de fêter Noël, parce que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas fêté Noël. Le premier tome commence au 121e 18 novembre, et le deuxième tome s'achève au 1144e. Donc, quand même. Voilà. Elle est transparente avec son entourage proche qui se montre compréhensif. Et là est aussi tout l'intérêt de ces romans. C'est-à-dire que la bizarrerie de cette boucle temporelle est complètement dépassée pour laisser place au questionnement, à l'importance de la linéarité, des rituels, du mouvement. En arrière-plan de cette intrigue intrigante, le lecteur est amené à se poser une multitude de questions philosophiques, mais avec une simplicité étonnante, une grande ferveur à tourner les pages. Ce roman, il est extrêmement pur. Peu de personnages, peu de lieux, quelques rencontres, mais c'est très doux, assez lent, très reposant. Ce n'est pas du tout anxiogène. Tara ne souffre ni de solitude ni d'angoisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle se fait plutôt exploratrice d'un volume. Et ça m'a fait penser à... Vous savez, quand on gonfle exagérément notre cage thoracique pour faire une pause, en pilates, elle va aller explorer finalement ce volume ainsi créé. Là, je vous propose de regarder les couvertures. Alors, pour celles et ceux qui sont à la radio, elles ne voient pas, mais vous irez écouter ou voir le podcast sur le site mlemedia.ch. Les couvertures sont étranges. Quel sens y trouver, justement, sur ces couvertures ? Justement, oui, je me dis, il y a la clé de l'énigme, là. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai beau analyser les éléments graphiques, il y a la symbolique du papillon qui m'échappe un petit peu. Mais enfin, sur les 7 tomes, on peut voir le signe de l'infini sur les ailes du papillon, qui fait un 8 à l'horizontale. Et puis, c'est barré de 3, 1, ce qui nous fait 18, 11. Et ce, sur tous les volumes, puisqu'on voit déjà ceux qui ne sont pas encore traduits, on voit déjà leur couverture. Donc, peu de chances qu'on passe au 19 quand même. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, Solveig Bay innove génialement en nous faisant lire non pas du début jusqu'à la fin, mais plutôt du dessus jusqu'en dessous. Je vous laisse méditer. Merci. Et puis moi, je vais essayer d'aller apprendre le danois parce que j'aimerais bien lire assez rapidement les 5 derniers. Voilà. Il y a un super petit teasing à la fin du deuxième, parce qu'elle est elle est poursuivie par un cycliste qu'elle voit régulièrement, et il met d'avis que cette personne est également coincée dans le 18 novembre.
Depuis 1966, le rendez-vous est désormais incontournable pour les fans de mécanique et de conduite sportive. Le slalom automobile de Bière revient pour sa 57e édition, offrant la seule course automobile organisée dans sa région qui est la Côte. Ce week-end, les 4 et 5 mai, l'événement se déroulera comme d'habitude sur la place d'Armes de Bière, accueillant une manche du championnat suisse de slalom. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Nicolas Genoux, président d'organisation du slalom de Bière. Merci Nicolas d'être avec nous pour parler donc de mécanique. Avec plaisir. Parler de ce rendez-vous. On le disait, un rendez-vous qui est devenu incontournable. Incontournable depuis effectivement 1966, 57e édition. Je vois qu'il y a des images qui tournent là, il y a un petit peu de nuages, il y a un petit peu de soleil, c'est un petit peu la météo qu'ils annoncent ce week-end. Mais oui, pour les passionnés de voiture, c'est vraiment le rendez-vous qui à ne pas manquer, en tout cas dans la région de la Côte, c'est sûr. Après, on essaye toujours de donner, au sein du comité d'organisation, de donner toujours son maximum, sécurité, visibilité, public. Donc, on essaye toujours de faire vraiment de son mieux. Qui peut participer tout le monde, finalement ou il y a quand même des règles, il y a quand même des prédispositions, j'imagine, pour pouvoir... Alors, le minimum, vous devez avoir un permis de conduire suisse et puis vous devez également être de nationalité suisse pour pouvoir rouler. Après, ça s'ouvre à des véhicules qui sont immatriculés pour tous les jours. C'est ouvert aussi bien aux débutants que pour les plus expérimentés. Et par contre, le dimanche, là, c'est plus pour les pilotes nationaux. Donc là, ça compte pour le championnat suisse. D'accord. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de manches du championnat suisse, malheureusement. Si je ne me trompe pas, il y en a 5 de tête. Bière, pour cette année, c'est la 2e manche du championnat suisse. Et là, par contre, le niveau est quand même un petit peu plus supérieur parce qu'il faut avoir une licence nationale. Donc il faut quand même avoir un minimum d'expérience pour y participer. D'accord. Pour revenir au samedi, on peut venir avec sa voiture. Il faut juste porter un casque. On voit un pilote qui est en train de... Oui. Il faut que la voiture, elle soit un peu préparée pour ce genre d'exercice, ou ça peut être une voiture de tous les jours. Non, alors ça peut vraiment être une voiture de tous les jours. Concernant le pilote, alors il y a un minimum d'équipement obligatoire, c'est le casque, la combinaison, les gants, ça c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Avant on autorisait pantalon, pull, casque bien entendu, mais depuis 2 ans à peu près, la combinaison, elle, est vraiment obligatoire pour la totalité de la journée. D'accord. Léo de Garrigue. Cette 57e édition, elle a une saveur un peu particulière. Vous avez un invité d'honneur, Nicolas Prost, qui sera présent, fils d'Alain, pilote également. C'est juste, oui. On a de la chance avec un grand groupe concessionnaire qui vous pouvez nous le dire, pas de souci. Garage Alpine à Lausanne, qui nous fait cette gentillesse de nous mettre à disposition Nicolas Prost. Il a déjà participé l'année passée. Il était déjà venu le samedi. Mais cette année, par contre, il vient les 2 jours. Alors, normalement, il vient avec un véhicule d'endurance. Mais je sais que ça réserve encore un petit peu de surprise, donc je ne peux pas malheureusement en dire plus. Mais lui, par contre, sera présent samedi et dimanche. D'accord. Et il fera une démonstration, on imagine. Il fera une démonstration, il passera 3 fois le samedi et 3 fois le dimanche. D'accord. Un mot sur le principe, il faut zigzaguer entre une 70aine de portes, je crois, pour arriver jusqu'à l'arrivée. C'est quoi les qualités nécessaires? C'est un format de course un peu particulier? Alors vous avez le point A pour arriver au point B, et puis comme on le voit aussi sur les images, on doit passer entre des portes qui sont numérotées. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. À savoir que du moment que vous touchez un cône, vous avez ce qu'on appelle une pénalisation, c'est 10 secondes. Si vous ratez une porte, malheureusement, vous êtes disqualifié. Donc le but, c'est vraiment de faire un parcours propre, net, précis, du début à la fin, et de nouveau le plus rapidement possible. Et le slalom de Bière, ça existe depuis 1966, 57e édition. Oui. C'est quoi la recette pour maintenir un événement comme celui-là? C'est rare de voir des événements qui remontent à il y a autant de temps. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion. Il faut aussi savoir s'entourer de personnes à qui on a confiance.
On parlait tout à l'heure avec Alain justement des bénévoles. Les bénévoles, c'est quelque chose au jour d'aujourd'hui qui se fait malheureusement un petit peu rare. Mais ça prend du temps. Mais au final, quand on arrive à la fin de la manifestation, donc le dimanche soir, on est content que ça soit bien passé, qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis qu'au final, tout le monde était content, surtout le public et puis les principaux, qui sont les pilotes. C'est la passion qui vous anime, quoi. C'est ça. Alors, pour la petite parenthèse, mon papa est moniteur d'auto-école. Ouais. Et puis j'ai appris ici, là, justement, dans ce virage, j'avais 8 ans. Ouais. Et j'ai appris à conduire sur la place militaire de Bière. D'accord. Ouais, donc, voilà. Je referme la parenthèse. On est sur un territoire privé, donc on a le droit de le faire. Ouais. Mais c'est une passion depuis longtemps. Vous montez à combien le maximum au niveau de la vitesse là, parce que ça a l'air d'aller quand même super méga vite. Pour les bons pilotes, surtout pour les bons véhicules, 170, 180 sur les lignes droites. D'accord. Ouais. Okay. Après, c'est un parcours aussi qui a tourné de sens. Avant, le départ et l'arrivée étaient dans l'autre sens. Du coup, ça nous a permis aussi de faire un parcours un petit peu plus sinueux, mais toujours aussi rapide, bien entendu. On a de la chance d'avoir un vice-président, M. Guy Troyet, qui lui-même est pilote de championnat suisse, des rallyes. Et c'est lui, justement, qui a dessiné ce parcours. Qui est fort apprécié par les pilotes. En tout cas, on a de bons retours. D'accord. Alors, pour celles et ceux qui voudraient participer, pour participer au slalom, c'est encore possible ou pas ? Non, c'est plus possible. La clôture des inscriptions est depuis le 21 avril, donc malheureusement, il n'y a plus d'autorisation possible. D'accord, mais par contre, pour le public... Vous pouvez venir Je suis désespérée parce que moi j'ai une Mustang 66, j'aurais pu faire avec ça. Non alors, date de naissance, pour l'édition prochaine, pour l'année suivante. Non mais je plaisante. Oui, bien sûr. Je me sens parfaitement en tous les cas, le public est bienvenu évidemment. Les conditions seront plutôt agréables. On a pu voir effectivement la météo et puis c'est aussi un jour de fête. On peut se restaurer sur place. Tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. La restauration, les food trucks, les boissons, tout est mis à disposition pour les petits et les grands. Exact. Le musée de Blonay-Chambly accueille le Festival suisse de la vapeur, une plongée dans l'histoire ferroviaire avec les locomotives anciennes au cœur de l'événement. Vivez l'âge d'or des chemins de fer durant le week-end de Pentecôte, du 18 au 20 mai prochain pour être précis. Et découvrez le musée Blonay-Chambly situé sur la Riviera vaudoise qui se métamorphosera, je vais y arriver pour l'occasion, en un lieu de fascination pour les passionnés de locomotives, alias les ferrovipates. Pendant 3 jours, embarqués à bord de l'une des 4 locomotives à vapeur en service construites entre 1890 et 1918 pour une expérience inoubliable et découvrez une collection exceptionnelle de véhicules ferroviaires entretenus par une équipe de bénévoles dévoués. Et on en parle avec Alain Candelero qui est avec nous ce matin. Merci Alain d'être là. J'ai essayé de résumer au mieux cette belle journée du festival, ces belles journées du Festival de la Vapeur. C'est 3 jours, ça tombe sur le week-end de Pentecôte, samedi, dimanche, lundi. Ouais, c'est un événement tradition depuis plus de 35 ans maintenant. Effectivement, c'est les 3 jours, c'est le rendez-vous qu'on donne à tous nos visiteurs pour, justement, c'est la seule fois de l'année, profiter de voir en action simultanément ces 4 locomotives à vapeur. D'ailleurs, on ouvre en fait la manifestation le samedi matin 18, mais avec un train tracté par 3 locomotives. On appelle ça une triple traction. Donc là, ça va aller super vite. Oui, c'est ça. C'est des sensations. On la voit d'ailleurs à l'écran. C'est bien synchronisé. Ouais. En fait, c'est un train à vivre de l'intérieur parce que ça fait du bruit, ça va lentement. Les fenêtres s'ouvrent et puis on peut vivre ça pleinement durant le trajet. Ouais. C'est ça qui a changé avec maintenant. Aujourd'hui, ça doit aller toujours très très vite. On veut aller vite là-bas, on veut vite faire ça. Faut pas que le transport prenne le temps. Là, à l'époque, le transport, c'était toute une expédition. Il fallait avoir le temps déjà. Ouais, c'est juste. On n'avait pas le choix, quoi. Et c'était pas en fait une question pour les pendulaires. Il y avait pas de pendulaire il y a plus de 100 ans. Partir en train, c'était partir en voyage. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de recréer aujourd'hui au Blonay-Chambly avec ces convois plus que centenaires.
certes sur un parcours relativement court, 3 km, avec aussi la visite du musée qui compte à peu près 80 véhicules ferroviaires construits depuis 1868. Donc là, on remonte au tout début du chemin de fer en Suisse. Et puis justement, plonger le visiteur, faire une immersion dans le passé, et puis revivre tout ça comme le faisaient, on disait avant les grands-parents, maintenant on est presque aux arrière-grands-parents, lorsqu'ils devaient se déplacer. Ouais. C'est unique, ce musée. Et puis, la Suisse, elle a un rapport spécial avec le train, les trains de montagne notamment. C'est ce que vous proposez de pouvoir justement admirer et découvrir ou redécouvrir dans ce musée. Oui, alors sur ces 3 kilomètres, finalement, on peut revivre à peu près tout ce qu'on vivait à bord d'un train, sur un chemin de fer campagnard, un chemin de fer secondaire qui desservait les vallées latérales dans les montagnes, etc. Et notre collection est vraiment un regroupement de véhicules qui provient de toutes les régions de Suisse, que ça soit justement des trains en provenance des campagnes, des tramways urbains aussi, parce que dans les années 1900, pour ainsi dire, toutes les villes de Suisse étaient équipées d'un réseau de tramways, aussi des chemins de fer de montagne. Donc chacun peut y retrouver finalement une origine justement de la famille en venant au Blonay-Chambly. Parler de tramway, ça tombe bien, parce que nous, on veut vous montrer, en avant-première, on va découvrir sur M et sur Canal+ maintenant, le tramway à l'effigie de M le Média, que vous avez l'occasion de pouvoir retrouver, notamment sur cette ligne Blonay-Chambly. Ah, mais qu'il est beau, vous avez vu ça? Magnifique. Alors, il y a une histoire, ce tramway, Ouais, c'est l'ultime tramway de la ville de Lausanne qui existe encore en état de circuler. C'est vrai que les trams à Lausanne ont disparu en 1964. Et c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on repose des rails presque au même endroit où on les a enlevés. Oui, c'est ça. Il y a il y a plus de 50 ans maintenant. C'est quand même fou, cette histoire. Voilà. Donc, c'est plus le même format. On pose des rails plus larges aujourd'hui. Mais quand même, oui, ce tramway numéro 28 a circulé aussi bien en ville de Lausanne jusqu'en 1964 que dans le Jura. Très bien. Alors celui-là, il n'est pas à vapeur, il est électrique. Il est électrique. Parce que le chemin de fer était écologique depuis les débuts 1900. Et on peut vraiment revoir au Blonay-Chambly cette période charnière justement entre 1900 et 1920 où on construisait encore des locomotives à vapeur et déjà des locomotives électriques. Bon, en tout cas, il est magnifique. On est très content de vous le présenter en avant-première ce matin sur M. Si vous êtes en train de nous écouter à la radio, allez faire un petit tour tout à l'heure sur le site mlemedia.ch. Vous aurez l'occasion d'avoir en images ce magnifique tramway. L'occasion pour vous aussi de gagner vos invitations pour y aller. On a les tickets de l'époque, comme on le disait tout à l'heure, Alain, pour gagner l'occasion de vous rendre le week-end de Pentecôte sur cette ligne Blonay-Chambly. Vous envoyez maintenant le code JEU, J-E-U, avec vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 3 journées? Alors, on peut faire un tour en train, on peut se restaurer sur place aussi. Il y a tout plein d'animations qui sont organisées à l'occasion de ce festival de la vapeur. Oui, c'est clair. C'est vraiment les 3 jours phares de la saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un train d'ouverture en triple traction vapeur samedi matin 18 mai à 11h au départ de Blonay. On aura également dimanche et lundi le matin un train à vapeur en double traction vapeur au départ de Vevey, donc ça donne l'occasion de faire un voyage un petit peu plus long. Il y a une voiture bar 1900 à bord du train où on peut, c'est l'heure de l'apéritif. Donc on est sur la rivière Avaudoise, on traverse les vignes, donc on est vraiment en immersion totale. Et puis le visiteur en fait acquiert une carte journalière qui lui permet de voyager autant de fois qu'il veut dans la journée. Et puis ça fait plutôt grand plaisir aux enfants et aux juniors qui en ont jamais marre, qui ont encore envie d'en faire encore une fois. Voilà. Et puis c'est aussi ouvert le reste de la saison estivale, je vais te dire. Alors, il y a le festival durant le week-end Pentecôte, mais durant tout l'été, vous êtes ouvert aussi, et c'est l'occasion de découvrir cette belle région qu'est la Riviera. Ouais, c'est ça. Donc on ouvre effectivement samedi 4 mai, et on est ouvert tous les samedis et dimanches jusqu'à fin octobre. Voilà, donc n'hésitez pas, vous allez sur le site également Blonay-Chambly.ch directement. Merci Alain Candelero d'être venu nous parler si bien de ces trains à vapeur et électrique. Eux, ils font aussi de l'électricité, vous voyez.
Merci pour l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous, on va venir inaugurer ce nouveau tramway à effigie d'Aime-le-Média. En tout cas, merci beaucoup, Alain. Plein succès. Et il n'y a pas besoin de réserver, on vient comme ça. Exactement. Oui, tout à fait. Sans réservation, prévoir, les horaires sont sur le site internet pour Pentecôte, pour la saison régulière, prévoir un bon quart d'heure en avance, voilà, le temps de prendre le ticket, comme à l'époque, au guichet, et non pas par l'application CFF ou autre. À l'ancienne. Donc il faut prévoir le petit temps qui va avec et tout va bien. Bon, à l'ancienne quand même, là, je vous propose, avec votre téléphone portable quand même, de tenter de gagner les tickets, les vrais tickets, comme à l'époque. Vous envoyez coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Merci beaucoup, Alain.